Goussef, Anton Tchekhov. 1. Le jour tombait. Il allait être bientôt nuit. Goussef, fantassin envoyé en congé définitif, se soulève sur son hamac et dit à mi-voix: « Tu entends, Pavel Ivanitch? Un soldat m'a raconté à Soutchan que son bateau, pendant la traversée, est passé sur un grand poisson et a eu la cale défoncée. » L'homme, de condition indéterminée, à qui s'adresse Goussef et que tous à l'infirmerie du bord appellent Pavel Ivanitch, se tait, comme s'il n'entendait pas. Et le calme se fait à nouveau. Le vent joue dans les agrès. Les lisses taquent, les vagues clapotent, les hamacs grincent, mais l'oreille est depuis longtemps habituée à ces bruits, et il semble que, alentour, tout dorme et se taise. Les 3 malades, 2 soldats et un marin, qui, tout le jour ont joué aux cartes, dorment déjà. Ils ont le délire. Il semble qu'il commence à y avoir du tangage. Le hamac de Goussef se soulève et s'abaisse exactement comme s'il respirait. Et ainsi 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quelque chose heurte le plancher et teinte. Probablement un gobelet de métal tombé. « Le vent s'est déchaîné », dit Goussef tendant l'oreille. Cette fois, Pavel Ivanitch tousse et répond nerveusement. Tantôt c'est un bateau qui monte sur un gros poisson, tantôt c'est le vent qui se déchaîne. Le vent est-il donc un animal pour rompre sa chaîne? C'est comme ça que parlent les gens baptisés. Les baptisés sont aussi ignares que toi. Y a-t-il peu de choses qu'ils disent? Il faut avoir une tête sur ses épaules et raisonner. Homme sans idée. Pavel Ivanitch est sensible au mal de mer. Quand il a du tangage, il grogne et s'irrite au moindre rien. Mais à l'avis de Goussef, il n'a positivement pas à se fâcher. Qu'y a-t-il d'étrange et d'extraordinaire, par exemple, dans ce grand poisson ou dans le vent qui se déchaîne? Supposons que le poisson soit de la hauteur d'une montagne et que son dos soit aussi dur que celui d'un esturgeon. Supposons aussi que là où est le bout de l'univers, il y ait des grandes murailles de pierre et que les méchants vents y soient enchaînés. S'ils n'avaient pas rompu leur chaîne, pourquoi s'agiteraient-ils sur toute la mer comme des possédés, hurlant comme des chiens? Si on ne les attache pas, où sont-ils donc pendant le calme? Goussef songe longuement à des poissons, gros comme des montagnes, et à de grosses chaînes rouillées. Puis l'ennui le prend et il se met à songer à son pays, dans lequel il rentre après 5 ans de service en Extrême-Orient. Il voit un grand étang glacé recouvert de neige. Sur l'un des bords se trouve une grande fabrique de porcelaine, toute en briques, avec une haute cheminée et des nuages de fumée noire. Sur l'autre bord est son village. De sa maison, la 5e tout au bout, son frère Alexeï part en traîneau. Derrière Alexeï est assis son fils, Vanka, chaussé de grandes bottes de feutre, et sa fillette, Akulka, aussi en bottes de feutre. Alexeï a un peu bu. Vanka rit, mais ne voit pas la figure emmitouflée d'Akulka. Pourvu que les enfants ne soient pas gelés, pense Goussef, que Dieu leur donne de l'esprit et de la raison, pour qu'ils honorent leurs parents, mais qu'ils n'aient pas plus d'esprit que père et mère. Il faut ici de nouvelles semelles, dit, dans le délire, d'une voix grave, le matelot malade. Oui, oui. Les idées de Goussef se déchirent, et soudain, sans rime ni raison, apparaît à la place de l'étang une grosse tête de bœuf sans yeux. Le traîneau et le cheval s'arrêtent et sont emportés en tourbillon dans la fumée noire. Goussef est heureux cependant d'avoir vu ses proches. La joie lui coupe la respiration. Des frissons le parcourent, ses doigts tremblent. « Dieu nous a permis de nous revoir », marmonne-t-il dans le délire. Et tout aussitôt, il ouvre les yeux et cherche à tâtons dans l'obscurité de l'eau pour boire. Ayant bu, il se recouche et les traîneaux se remettent à marcher. Puis réapparaissent la tête de bœuf sans yeux, la fumée et les nuages. Ainsi jusqu'à l'aube. 2. Dans l'obscurité se dessine d'abord un rond bleu. C'est le hublot. Puis Goussef distingue peu à peu son voisin de hamac, Pavel Ivanitch. Pavel Ivanitch dort, assis parce que couché il étouffe. Son visage est gris, son nez long et pointu. Ses yeux sont énormes parce qu'il a horriblement maigri. Ses tempes sont creuses, sa barbe est rare, ses cheveux longs. En regardant sa figure, on ne peut pas comprendre de quelle condition il est. Noble, marchand ou moudjik. À en juger par l'expression de ses traits et par ses longs cheveux, il semble un homme qui jeûne et se macère, un novice de couvent. Mais, à ces paroles, on ne pense pas que ce soit un moine. Il est épuisé par la toux, la chaleur et par sa maladie. Il respire avec peine et remue ses lèvres desséchées. Remarquant que Goussef le regarde, il tourne la tête vers lui et dit « Je commence à deviner. Oui, maintenant je comprends parfaitement tout. Que comprenez-vous, Pavel Ivanitch? Voilà. Il me semblait étrange que vous, qui êtes sérieusement malade, vous vous trouviez au lieu d'être au repos sur un bateau où l'on étouffe, où l'on brûle, où l'on tangue. Bref, où tout vous menace de mort. Mais maintenant, pour moi, tout est clair. Oui, vos médecins vous ont mis en bateau pour se débarrasser de vous. Ça les ennuie de s'occuper de vous, animaux que vous êtes. Vous ne les payez pas.
Vous leur donnez du tracas et vos morts gâtent leurs états. Donc, vous êtes des animaux. Et se débarrasser de vous n'est pas difficile. Pour cela, d'abord il n'y a qu'à avoir ni conscience ni amour de l'humanité, et secondement, à tromper le commandement du bateau. On peut ne pas tenir compte du premier point. Nous sommes en ce sens des artistes, et avec un peu d'habitude, le second point réussit toujours. Dans une masse de 400 soldats et matelots bien portants, on ne remarque pas 5 malades. On vous embarque, on vous mêle aux bien portants, on vous compte en hâte, et, dans le brouhaha du départ, on ne relève rien d'anormal. Une fois le bateau en route, on a remarqué seulement que, sur le pont, traînaient des paralytiques et des tuberculeux au dernier degré. Goussef ne comprend pas Pavel Ivanitch et pensant qu'on lui fait une semonce, il dit pour se disculper « J'étais couché sur le pont parce que je ne tenais pas debout. Pendant qu'on m'a transbordé du cargo sur le bateau, j'ai eu très froid. »« C'est révoltant !» continue Pavel Ivanitch, d'autant plus qu'ils savent parfaitement que vous ne pourrez pas supporter cette longue traversée. Mais ils vous ont embarqué tout de même. Admettons que vous arriviez jusqu'à l'océan Indien. Mais après, c'est horrible d'y penser. Et voilà tout le remerciement pour un fidèle et irréprochable service. Pavel Ivanitch roule des yeux méchants, se renfrogne avec dégoût et dit en étouffant « En voilà à qui il faudrait en donner dans les journaux, à en user les plumes !» Les 2 soldats et le matelot malade se sont éveillés et se sont mis à jouer aux cartes. Le matelot est à demi couché sur son hamac. Les soldats sont assis sur le pont, près de lui, dans les poses les plus incommodes. L'un des soldats a le bras droit bandé et le poignet entouré d'une vraie boule de pansement, de telle sorte qu'il tient les cartes sous son aisselle droite ou au pli du coude, et joue de la main gauche. Le tangage est très violent. On ne peut ni se tenir debout, ni boire le thé, ni prendre les remèdes. « Tu étais ordonnance » demande à Goussef Pavel Ivanitch. « Justement, ordonnance. »« Mon Dieu, mon Dieu !» fait Pavel Ivanitch, hochant mélancoliquement la tête. « Arracher un homme à son pays natal, lui faire 15 000 verstes et lui faire attraper la tuberculose. Et pourquoi tout cela? Je vous le demande. Pour en faire l'ordonnance d'un capitaine Kopeikin ou d'un enseigne d'Irka. Quelle logique y a-t-il à cela? Le fourbi n'est pas difficile, Pavel Ivanitch. Tu te lèves le matin, tu cires les bottes, tu allumes le samovar, tu fais les chambres, et ensuite, plus rien à faire. Le lieutenant dessine des plantes toute la journée. Et toi, si tu veux, prie Dieu, lis des livres, va dans la rue. Que Dieu donne à chacun une pareille existence. Oui, très bien, le lieutenant dessine des plantes. Et toi, toute la journée, tu restes à la cuisine à regretter ton pays. Des plantes. Il ne s'agit pas de plantes, mais de vie humaine. La vie n'est pas donnée 2 fois, il faut l'épargner. Ça, c'est vrai, Pavel Ivanitch. Un mauvais sujet n'est ménagé nulle part, ni chez lui, ni au service. Mais si tu vis comme il faut, et si tu obéis, quel besoin a-t-on de te malmener? Les maîtres instruits comprennent ça. En 5 ans, je n'ai pas été une seule fois à la salle de police. Et, cogné, je ne l'ai été. Que Dieu m'en fasse souvenir. Pas plus d'1 fois. Pourquoi ça? Pour une batterie. J'ai la main lourde, Pavel Ivanitch. 4 Mansat étaient venus dans notre cour porter du bois, si je me rappelle bien. Je m'embêtais et je leur ai foulé les côtes. Le nez de l'un de ces damnés a saigné. Le lieutenant a vu ça d'une fenêtre, il s'est fâché et m'a flanqué un coup sur l'oreille. « Imbécile, pitoyable individu !» murmure Pavel Ivanitch. « Tu ne comprends rien !» Tout à fait anéanti par le tangage, il ferme les yeux. Sa tête s'incline tantôt en arrière, tantôt sur sa poitrine. Plusieurs fois il essaie de se coucher, mais sans y réussir. L'étouffement l'en empêche. Et pourquoi, demande-t-il peu après, as-tu battu les Mansat? Pour rien. Ils sont entrés dans la cour et je les ai battus. Le silence renaît. 2 heures de suite, les joueurs jouent avec furie, en jurant, mais le tangage les fatigue eux aussi. Ils abandonnent les cartes et s'étendent. Goussef revoit le grand étang, la fabrique, son village. Les traîneaux repassent. Vanka recommence à rire, et Akulka, la sotte, a déboutonné sa pelisse et sort ses jambes du traîneau. « Voyez, braves gens, j'ai des bottes de feutre toutes neuves, pas comme celles de Vanka. » Elle va sur ses 6 ans, délire Goussef, mais n'a toujours pas de raison. Au lieu de sortir tes jambes, apporte à boire à ton oncle, le soldat. Je te donnerai des bonbons. Voici Andron. Un fusil à pierre sur l'épaule, il porte un lièvre qu'il a tué. Le vieux juif Issarchik le suit et lui propose d'échanger son lièvre pour un morceau de savon. Voici dans l'entrée de l'Isba une génisse noire. Voici Domna qui coud une chemise et pleure, on ne sait pourquoi. Et voici encore la tête de bœuf sans les yeux, et la fumée noire. Quelqu'un, en haut, pousse un fort cri. Plusieurs matelots accourent. Il semble que l'on ait traîné sur le pont quelque chose d'énorme et de lourd, ou que quelque chose ait éclaté. Les hommes accourent encore. N'est-il pas arrivé quelque malheur? Goussef lève la tête, prête l'oreille et voit que les 2 soldats et le matelot ont recommencé à jouer aux cartes. Pavel Ivanitch, assis, remue les lèvres. On étouffe, on n'a pas la force de respirer. On a soif, mais l'eau est chaude et dégoûtante. Le tangage ne cesse pas.
Tout à coup, il arrive quelque chose à un des soldats qui joue. Il appelle cœur les carreaux, se trompe en comptant et laisse tomber ses cartes. Puis, avec un sourire effrayé et bête, il regarde autour de lui. « Je viens tout de suite, frère, dit-il en se couchant à terre. Tous, éberlués, l'interpellent. Il ne répond pas. « Stéphane !» lui demande le soldat aux bras bandés. « Est-ce que tu te sens mal ? Hein ? Faut-il aller chercher le prêtre ? Oh !»« Stéphane !» lui dit le matelot. « Bois de l'eau. Tiens, vieux frère, bois !»« Pourquoi donc lui cognes-tu le quart contre les dents ?» dit Goussef se fâchant. « Ne vois-tu donc pas, tête d'épouvantail ? » « Quoi ? Quoi ?» répète Goussef le contrefaisant. « Il ne respire plus, il est mort. Et tu demandes quoi ? Quels gens idiots, Seigneur mon Dieu !» 3. Il n'y a plus de tangage. Pavel Ivanitch est redevenu gai, ne se fâche plus. Il a une expression fanfaronne, excitée et moqueuse. Il a l'air de dire « Je vais vous raconter une chose si drôle que vous en aurez mal au ventre ». Le hublot est ouvert et une douce brise passe sur Pavel Ivanitch. On entend des voix, des avirons battent l'eau. Sous le hublot, quelqu'un glapit d'une petite voix déplaisante. C'est probablement un Chinois qui chante. « Oui, dit Pavel Ivanitch en souriant moqueusement. Nous voici en rade. Encore à peu près 1 mois et nous serons en Russie. Oui, très honoré, messieurs les soldats. J'arriverai à Odessa et de là droit à Kharkov. J'ai à Kharkov un ami homme de lettres. J'irai chez lui et lui dirai « Allons l'ami, laisse pour un jour tes abjects sujets d'amourette féminine et de beauté de la nature, et divulgue la saleté à 2 pattes. Te voici les thèmes. » Après avoir pensé 1 minute à quelque chose, il dit « Goussef, sais-tu comment je les ai trompés ?»« Qui, Pavel Ivanitch ?»« Toujours les mêmes. Comprends-tu, il n'y a sur le bateau que des premières et des troisièmes. En troisième, il n'est permis de voyager qu'au moudjik, autrement dit au mufle. Si tu as un veston et que tu ressembles de loin à un barine ou à un bourgeois, veuille bien voyager en première. Crève-en si tu veux, mais allonge 500 roubles. Pourquoi, demandai-je, avez-vous une pareille règle ? Voulez-vous par cela rehausser le prestige des intellectuels russes ? Pas du tout. Nous ne vous laissons pas voyager en troisième pour la simple raison que cela ne convient pas à un homme comme il faut. On y est trop mal, et c'est trop dégoûtant. Oui, monsieur, grand merci pour votre sollicitude des gens comme il faut. Mais dussé-je être mal ou bien, je n'ai pas 500 roubles, je n'ai pas volé le trésor, je n'ai pas exploité les indigènes, je n'ai pas fait de contrebande, je n'ai fait mourir personne sous les verges. Alors jugez-en, ai-je le droit de trôner en première classe et, surtout, de me glisser parmi les intellectuels russes ? Mais on ne les prend pas par la logique. Il fallut recourir à une tromperie. J'enfile un cafetan et de grandes bottes. Je me fais une tête de margoulin ivrogne et je vais chez l'agent. « Votre noblesse, lui dis-je, donne-moi un billet. »« De quelles conditions êtes-vous » me demande le marin. « Du clergé. Mon père a été un honnête pope. Il a toujours dit tout droit la vérité aux grands de ce monde, et il en a beaucoup souffert. » Pavel Ivanitch se fatigue de parler, il étouffe mais continue. « Oui, je dis toujours la vérité en pleine figure. Je ne crains rien ni personne. » En cela, il y a entre moi et vous une énorme différence. Vous êtes des gens ignorants, aveugles, écrasés. Vous ne voyez rien. Et ce que vous voyez, vous ne le comprenez pas. On vous dit que le vent rompt sa chaîne, que vous êtes des animaux, des pétchénègues, et vous croyez que ce qu'on vous dit, c'est vrai. On vous flanque des coups sur la nuque et vous baisez la main qui vous frappe. Quelque animal, en pelisse de raton, vous vole et vous lâche ensuite 15 kopecks de pourboire, et vous dites « Daignez, Seigneur, me donner votre main ». Vous êtes des parias, des gens pitoyables. Moi, c'est autre chose. J'ai une vie consciente. Je vois tout, comme l'aigle ou le vautour qui vole au-dessus de la terre. Je comprends tout. Je suis la protestation incarnée. Quand je vois l'arbitraire, je proteste. Quand je vois un bigot ou un hypocrite, je proteste. Quand je vois un porc triomphant, je proteste. Et je suis indomptable. Nulle inquisition espagnole ne peut me contraindre à me taire. Oui, que l'on me coupe la langue, ma mimique protestera. Claquemurez-moi dans une cave, je crierai si fort que l'on m'entendra à une verste. Ou bien je me laisserai mourir de faim pour que la noire conscience des geôliers soit chargée d'un poids de plus. Tuez-moi, je reparaîtrai sous forme d'esprit. Tous ceux qui me connaissent me disent « Vous êtes un homme insupportable, Pavel Ivanitch. » Je m'enorgueillis de cette réputation. J'ai fait 3 ans de service en Extrême-Orient et y ai laissé un souvenir qui durera 100 ans. Je m'y suis brouillé avec tout le monde. De Russie, mes amis m'écrivent « Ne reviens pas !» Et moi, je m'embarque et je reviens tout exprès. Oui, ça c'est la vie que je comprends. C'est ce qui peut s'appeler la vie. Goussef cesse d'écouter et regarde le hublot. Sur l'eau transparente, turquoise pâle, toute baignée d'un soleil aveuglant et brûlant, un canot se balance. Des Chinois nus, debout, tendent des cages où il y a des serins et crient « Il chante, il chante !» Un autre canot heurte ce canot. Une vedette à vapeur passe. Et voici un autre canot dans lequel est assis un gros Chinois qui mange du riz avec des baguettes. Paresseusement, l'eau ballotte par-dessous.
paresseusement, volent des mouettes blanches. Ah, ce gros-là, pense Goussef en regardant le gros chinois en bâillant, il serait bon de lui flanquer sur la nuque. Il dort debout et il lui semble que toute la nature somnole. Le temps file vite. Le jour s'écoule sans qu'on s'en aperçoive, et de même arrive l'obscurité. Le bateau n'est plus à l'ancre, il repart on ne sait où. 4. 2 jours ont passé. Pavel Ivanitch n'est plus assis, mais courbé. Ses yeux sont clos et son nez semble plus pointu. « Pavel Ivanitch !» lui crie Goussef. « Hein ? Pavel Ivanitch !» Pavel Ivanitch ouvre les yeux et remue les lèvres. « Ça ne va pas ?»« Comme ça !» répond Pavel Ivanitch étouffant. « Au contraire même, ça va mieux. Tu vois, je puis même rester allongé. Ça s'est arrangé. Alors, que Dieu soit loué. Quand je me compare à vous, mes pauvres, j'ai pitié de vous. Moi, mes poumons sont en bon état. Ma toux vient de l'estomac. Je peux supporter l'enfer. Qu'y a-t-il à parler de la mer Rouge ? Puis je regarde du point de vue critique ma maladie et les remèdes. Et vous êtes des ignorants. C'est dur pour vous. Très très dur. Il n'y a pas de tangage, mais on étouffe et il fait chaud comme dans une étuve. Il est non seulement difficile de parler, mais même d'écouter. Goussef relève ses genoux, pose la tête dessus et songe à son pays natal. Mon Dieu, quel délice, par une chaleur pareille, de songer à de la neige, à du froid. On est en traîneau. Tout d'un coup, les chevaux ont peur, prennent le mors aux dents, ne connaissant plus ni route, ni fossé, ni ravin, ils filent comme des enragés à travers tout le village, sur l'étang, près de l'usine, puis à travers champs. « Arrête! Arrête !» crient de toutes leurs voix les gens de l'usine et les passants. « Arrête !» Mais à quoi bon les arrêter? Que le vent cinglant et froid coupe la figure et morde les mains, que les paquets de neige arrachés par les sabots vous volent derrière le cou, sur votre bonnet, sur la poitrine, que les patins crient, et que le palonnier et les traits cassent, que le diable les emporte. Et quel délice quand le traîneau verse et que l'on roule de tout son cœur sur un tas de neige, piquant du nez dans la neige. On se relève tout blanc, des glaçons aux moustaches. On n'a ni bonnet ni moufle, votre ceinture est défaite. Les gens rient et les chiens aboient. Pavel Ivanitch, ouvrant à demi un œil, regarde Goussef et demande à mi-voix. « Goussef, ton commandant volait-il » ?»« Et qui donc le sait, Pavel Ivanitch ? On ne sait pas. Cela n'est pas venu jusqu'à nous. » Ensuite, il se fait un long silence. Goussef songe, délire et boit sans cesse de l'eau. Il lui est difficile de parler, difficile d'écouter, et il a peur qu'on ne lui parle. 1 heure passe, 2 heures, 3 heures. Le soir vient, puis la nuit. Mais Goussef ne le remarque pas. Il reste assis, pensant toujours à la gelée. Il semble que quelqu'un soit entré dans l'infirmerie. On entend des voix, mais 5 minutes passent et tout se tait. « Paix à son âme, Dieu soit avec lui », dit le soldat au bras pansé. C'était un homme pas tranquille. « Quoi ?» demande Goussef. « De qui parles-tu ?»« Il est mort. On vient tout de suite de l'emporter en haut. »« Allons, tant pis, » dit Goussef en bâillant. « Paix à son âme. »« Qu'en penses-tu, Goussef ?» demande au bout d'un peu de temps le soldat au pansement. « Ira-t-il au ciel ou n'ira-t-il pas ?»« De qui parles-tu ?»« De Pavel Ivanitch. »« Il ira. Il y a longtemps qu'il souffrait. Et d'ailleurs, il est de famille de prêtres, et les popes ont beaucoup de parenté. On priera pour lui. » Le soldat au pansement s'assied sur le hamac de Goussef et dit à mi-voix. « Toi non plus, Goussef, tu n'es pas fait pour vivre sur cette terre. Tu n'arriveras pas en Russie. »« Est-ce le médecin ou l'infirmier qui l'a dit ?» demande Goussef. « Ce n'est pas que quelqu'un l'ait dit, mais ça se voit. Un homme qui va bientôt mourir, ça se voit tout de suite. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu amaigris. C'est effrayant de te voir. La phtisie en un mot. Je ne dis pas ça pour t'inquiéter, mais parce que peut-être voudrais-tu communier et te faire mettre à l'extrême onction. Et si tu as de l'argent, tu devrais le remettre à l'officier principal. » « Je n'ai pas écrit chez moi, soupire Goussef. Je mourrai sans qu'on le sache. »« On le saura, dit de sa voix profonde le matelot malade. Quand tu mourras, on l'inscrira dans le journal de bord. On en remettra un extrait au chef de place à Odessa, et celui-ci l'enverra au district, et où il faudra. » Goussef se sentit mal à l'aise après cette conversation, et commença à être travaillé d'on ne sait quel désir. Il boit de l'eau, ça n'arrange rien. Il s'approche du hublot et respire l'air brûlant et humide. Pas ça. Il essaie de penser à son pays, à la gelée. Pas ça. Il lui semble enfin que s'il reste 1 minute encore à l'infirmerie, il étouffera infailliblement. « Ça ne va pas, frère, dit-il. Il faut que j'aille en haut. Menez-moi en haut, au nom du Christ. »« Bien, consent le soldat au pansement. Tu ne pourras pas y monter, mais je te porterai. Prends-moi au cou. » Goussef prend le cou du soldat, l'autre l'entoure de son bras valide et le porte en haut. Sur le pont dorment entassés les soldats et les marins qui ont reçu leur congé définitif. Ils sont si nombreux qu'on a peine à passer. « Descends, dit doucement le soldat. Suis-moi lentement. Attrape-toi à ma chemise. » Il fait noir. Aucun feu ni sur le pont, ni au mât, ni alentour sur la mer.
À l'avant, immobile comme une statue, se tient un homme de quart, mais il semble qu'il dorme. Il semble que le bateau soit livré à lui-même et aille où bon lui semble. On va maintenant jeter Pavel Ivanitch à la mer, dit le soldat au pansement. On va le mettre dans un sac et à l'eau. Oui, c'est comme ça qu'on fait. C'est mieux de reposer dans la terre chez soi. Du moins, votre mère vient pleurer sur votre tombe. Ça, c'est sûr. Il vint une odeur de fumier et de foin. Tête basse, près du garde-corps, il y a des bœufs. 1, 2, 3, 8 têtes, et il y a aussi un petit cheval. Goussef allonge le bras pour le caresser, mais le cheval secoue la tête, montre les dents et veut mordre sa manche. Sale bête, grogne Goussef. Le soldat et lui vont doucement vers l'avant, s'arrêtent près du bord, puis regardent en silence en bas et en haut. En haut, c'est le ciel profond, les claires étoiles, la paix et le silence, comme chez soi au village. En bas, l'obscurité et le brouhaha. On ne sait pourquoi mugissent les hautes vagues. Quelle que soit celle que l'on regarde, elle tâche de surmonter les autres, d'écraser, de chasser celle qui la précède. Sur elle, avec bruit, s'en jette une troisième, aussi sauvage et aussi laide, faisant panache de sa crête blanche. La mer ne connaît ni raison ni pitié. Si le bateau était plus petit, et pas en gros fer, les vagues le détruiraient sans nulle compassion et engloutiraient les hommes sans distinguer les saints et les pécheurs. Le bateau, lui aussi, a une expression stupide et cruelle. Ce monstre nasu pousse en avant, en coupant sur sa route des milliers de vagues. Il ne craint ni la nuit, ni le vent, ni l'espace, ni la solitude. Tout lui est égal, et si même les vagues de l'océan étaient les êtres vivants, le monstre les écraserait sans distinguer non plus les saints et les pécheurs. Où sommes-nous maintenant ? Demande Goussef. Je ne sais pas, sans doute dans l'océan. On ne voit pas la terre. Ah, wiche, on dit que nous ne la verrons que dans 7 jours. Les deux soldats regardent l'écume blanche aux lueurs phosphorescentes, se taisent et passent. Goussef, le premier, rompt le silence. Il n'y a là rien d'effrayant, dit-il. On n'a peur que comme si on était dans un bois sombre. Aussi, une supposition, on descendait sur l'eau en canot, et que l'officier commanderait d'aller à 100 verstes pêcher du poisson. J'irais. Ou bien si, disons-le, un chrétien tombait, tout de suite à l'eau, je m'y jetterais pour aller le chercher. Un Allemand ou un Manza, je n'irais pas le sauver, mais un chrétien, j'irais. Et ça te fait peur de mourir ? Ça me fait peur, c'est notre bien que je regrette. J'ai, vois-tu, un frère pas sérieux. Il boit, bat sa femme sans raison, et ne respecte pas les vieux. Sans moi, tout marchera à l'abandon, et le père et la vieille Konzi iront mendier. Mais cependant, frère, mes jambes ne me tiennent plus. On étouffe ici. Allons dormir. 5. Goussef revient à l'infirmerie et se couche sur son hamac. Comme avant, un désir indéterminé l'oppresse, sans qu'il arrive à comprendre ce dont il a besoin. Sa poitrine est comme foulée, sa tête bourdonne. Il a la bouche si sèche qu'il lui est difficile de tourner la langue. Il s'assoupit et délire. Harassé par les cauchemars, la toux et la chaleur, il s'endort profondément vers le matin. Il rêve qu'à la caserne on ne vient que de défourner les pains, et qu'entré dans le four, bien étuvé, il se frotte avec une poignée de verges de bouleau. Il dort 2 jours de suite, et le 3e jour, à midi, 2 matelots descendent le prendre et l'emportent de l'infirmerie. On le coud dans une toile, et pour le rendre plus lourd, on met avec lui 2 barres de fer. Cousu dans la toile, il ressemble à une carotte ou à un navet, large à la tête, pointu aux pieds. Au coucher du soleil, on le porte sur le pont et on l'installe sur une planche. Un des bouts de la planche est posé sur la lisse, l'autre sur une caisse, placée sur un tabouret. Les soldats renvoyés dans leur foyer et les officiers tête nue sont rangés autour. Béni soit notre Dieu à jamais, aujourd'hui et toujours, dans les siècles des siècles, commence le pope. Amen, chantent 3 matelots. Les soldats libérés et les marins se signent et regardent les vagues. Il est étrange qu'un homme soit ici, cousu dans un sac, et qu'on aille le lancer à l'instant dans les flots. Cela peut-il donc arriver à chacun ? Le prêtre jette de la terre sur Goussef et s'incline. On chante le requiem. L'officier du quart soulève le bout de la planche, Goussef glisse sur elle, pique une tête, tourne sur lui-même et plonge. L'écume le recouvre. Il semble un instant entouré de dentelle, puis disparaît dans les vagues. Il coule rapidement. Parviendra-t-il au fond ? On dit que le fond est à 4000 mètres. Ayant coulé 8 à 10 brasses, il commence à descendre de plus en plus lentement, se balance en mesure comme s'il réfléchissait. Saisi par un courant, il file plus vite sur le côté qu'il ne descendait. Mais voici qu'il rencontre une bande de petits poissons, qu'on appelle des pilotes. Voyant un corps noir, il s'arrête comme figé, et soudain, tous se retournant, disparaissent. En moins d'1 minute, ils reviennent rapides comme des flèches, et, se mettant à couper en zigzag, l'eau autour de Goussef. Après cela apparaît un autre corps noir. C'est un requin. D'un air digne et négligent, comme s'il n'apercevait pas Goussef, il nage sous lui et a l'air de l'avoir pris sur son dos. Puis il se retourne, ventre en l'air, se prélasse dans l'eau tiède et transparente et ouvre lentement sa gueule à la double rangée de dents.
Arrêtés, les pilotes, ravis, regardent ce qui va se passer. Après avoir joué avec le corps, le requin, comme un regret, pose la gueule sous lui, le tâte avec précaution de ses dents et la toile se déchire dans toute sa longueur, de la tête aux pieds. Une des barres de plomb s'échappe et, ayant effrayé les pilotes et touché le requin au flanc, coule rapidement. En haut, cependant du côté du couchant, les nuages s'amoncellent. L'un ressemble à un arc de triomphe, un autre à un lion, un autre à des ciseaux. De derrière les nuages sort un large rayon vert qui s'étend jusqu'au milieu du ciel. Peu après s'allonge à côté de lui un rayon violet, puis, auprès de lui, un doré puis un rose. Le ciel devient mauve tendre. La mer, en mirant ce ciel magnifique, charmant, devient d'abord sombre, mais elle revêt bientôt, elle aussi, des couleurs aimables, gaies, passionnées, que le langage humain a peine à nommer.